Donc, bonjour à tous et bienvenue à la séance de présentation des CPGE scientifiques du lycée Clémenceau de Nantes. Alors, peut-être que tout d'abord, pour savoir si le son, l'image fonctionne, est-ce que vous pouvez, ceux qui sont déjà présents, nous indiquer par un chat si la connexion est OK. Alors, pour le chat, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu en bas à droite de votre écran. Et donc là, apparemment, c'est bon, ça fonctionne, parfait. Donc, bonjour à tous et donc bienvenue à nouveau. Donc, je me présente rapidement. Donc, Françoise de Guinère, je suis professeure de sciences physiques au lycée Clémenceau. Donc, avec moi aujourd'hui, pour présenter ces classes préparatoires, eh bien, je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, je suis Cédric Faure, je suis professeur de mathématiques et d'informatique en classe préparatoire au lycée Clémenceau. Bonjour, je suis Valérie Jeannot, enseignante en chimie en classe préparatoire au lycée. Bonjour, Cyril Dubus, enseignant en physique-chimie en classe de PSI Étoile. Bonjour, Lionel Chaussade, enseignant en mathématiques et en informatique en MPSI au lycée Clémenceau. Et Christophe Durand, professeur de sciences de l'ingénieur en MPSI, PCSI. Donc, une brochette de professeurs scientifiques pour présenter ces classes préparatoires scientifiques, donc MP2I, PCSI et MP2I, PCSI et MPSI, pardon, et PCSI. Oh là là, je vais y arriver, on va s'y retrouver. Alors, des classes prépa scientifiques, il n'y a pas là de représentants des disciplines littéraires, mais vous le verrez dans l'enseignement, hebdomadairement, il y a 2 heures de lettres philo et 2 heures de langue vivante 1 obligatoire et potentiellement 2 heures de langue vivante 2. Alors, pour commencer cette séance de questions-réponses, donc on va essayer de répondre à vos questions. Nous avons d'ores et déjà préparé 5 questions auxquelles les collègues vont répondre et que je vais vous lister tout de suite et puis vous verrez peut-être que ça répondra déjà pas mal à certaines interrogations. Alors justement, MP2I, MPSI, PCSI, qu'est-ce que ça représente, que représentent ces sigles et que faire pour rentrer en école d'ingénieur. Ensuite, la question du rythme du travail, la charge de travail, est-ce que j'aurai le temps de poursuivre mes activités extrascolaires, une prépa intégrée, une prépa en CPGE, quelle est la différence? Enfin, l'internat est-il un atout pour réussir sa prépa? Et finalement, quels sont les résultats nécessaires pour rentrer au lycée Clémenceau? Alors, nous allons nous appuyer pour répondre à ces questions sur un diaporama qui est en ligne sur le site des CPGE de Clémenceau. Et donc, on va reprendre quelques pages de ce diaporama en appui aux réponses à ces questions. Donc, la première question qui était MPSI, MP2I, PCSI. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Christophe Durand. OK. Alors, donc pour ça, je vais partager l'écran avec donc. OK. Voilà. Deuxième. Voilà. Donc ça, c'est le schéma d'organisation des classes préparatoires scientifiques au lycée Clémenceau, avec les 3 classes de première année, donc MPSI, MP2I, PCSI, et les 4 filières de deuxième année, enfin MP, MPI, PSI et PC. Alors, la question était un peu de savoir effectivement quel est le meilleur cheminement pour aller de la sortie de la terminale jusqu'aux écoles d'ingénieurs, puisque c'est bien la finalité des classes préparatoires de vous apporter un socle scientifique solide et surtout de vous permettre d'intégrer principalement les écoles d'ingénieurs et les écoles normales supérieures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des écoles d'ingénieurs viennent recruter sur l'ensemble des filières.
Donc, si par exemple on prend une école d'ingénieurs, par exemple l'école centrale de Nantes, eh ben, l'école centrale de Nantes va venir recruter des candidats de la filière MP, des candidats de la filière PSI, des candidats de la filière PC et certainement à terme des candidats de la filière MPI pour laquelle nous n'avons pas encore spécialement d'informations. Donc ça, c'est vraiment pour détendre et se dire, ben voilà, je vais pouvoir intégrer les écoles après à peu près toutes les filières. Il n'y a que quelques écoles un peu spécifiques pour lesquelles il faut aller dans une filière plutôt que dans une autre. Ce sont d'une part les écoles de chimie qui ne s'intègrent exclusivement qu'après la filière PC. Donc, si vous avez un désir d'intégrer une école de chimie, ben, la voie c'est PCSI, PC. Donc, ça répond déjà à un petit cheminement. Et puis, il y a quelques écoles également de mathématiques appliquées, de statistiques, informatique, qui recrutent principalement en très forte majorité après la filière MP. Donc, voilà 2 écoles typiques. Mais sinon, encore une fois, après, toutes les écoles viennent prendre des candidats de ces 4 filières-là. Donc, comment après choisir plutôt la MPSI, la MP2I, la PCSI? Ben, en fait, après, c'est des colorations. Ces 3 classes scientifiques, elles sont, quoi qu'il arrive, comme le montrera mon collègue tout à l'heure, fortement composées d'enseignements scientifiques. Donc, c'est beaucoup de maths, beaucoup de physique-chimie, un peu moins de SI et d'informatique. Donc, c'est 4 blocs scientifiques. Et en fait, ces classes-là, après, c'est plus des modulations entre ces différentes matières scientifiques. Dans certaines classes, on va faire plus de maths et un peu moins de physique-chimie. Dans certaines d'autres, un peu plus d'informatique. Et donc, c'est des ajustements entre ces différentes spécialités scientifiques. Donc, le choix d'une classe de première année, il peut peut-être se faire justement par rapport à ses goûts, si on désire peut-être plus travailler une matière scientifique plutôt qu'une autre. Après, il y a une coloration aussi, par exemple, entre la MPSI et la PCSI, qui est que en MPSI, on fait appel plutôt à des compétences d'abstraction au niveau des élèves. On va plus loin dans les concepts et notamment également, il y a moins d'heures de TD et de TP. Alors qu'en PCSI, on a beaucoup de TP en SI, en physique, en chimie. Donc, c'est une filière qui est plus avec un aspect un peu plus concret, un peu plus travaux pratiques. Et puis, encore une fois, ce qu'il faut voir également, c'est qu'on peut être amené, ces matières-là scientifiques, vous les connaissez à travers votre expérience de pré-bac, elles peuvent être aussi un peu très différentes par rapport à ce que vous allez voir en prépa. Et donc, le premier semestre de ces classes-là, c'est aussi une façon de redécouvrir ces matières-là, d'en découvrir des nouvelles également. Et vous voyez que ces classes de première année, elles peuvent déboucher sur 2, voire 3 choix en deuxième année. L'idée étant que de rentrer en première année ne vous conditionne pas, qu'on n'ait pas un cursus tubulaire qui fasse que si vous avez fait ce choix-là un peu sans avoir toutes les informations, bah, qu'après le premier semestre, avec un peu plus d'informations, vous puissiez choisir votre filière de deuxième année en fonction des découvertes que vous avez faites et puis peut-être des projets de scolarité que vous avez un peu mieux mûris. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'après le premier semestre, dans ces classes-là, on peut un peu se dispatcher et que, par exemple, on peut très bien trouver, par exemple, en deuxième année PSI, des gens qui viennent à la fois de MPSI et de PCSI. Et donc, encore une fois, ça détend un peu tout le monde de savoir qu'on a le droit un peu de se tromper là et on peut affiner au fur et à mesure, on peut colorer sa scolarité en classe préparatoire. Merci bien, Monsieur Durand. Donc, ne pas oublier non plus que faire une proposition et une demande simplement pour la filière MPSI, c'est un peu dommage, sachant que par les autres filières, eh bien, on peut très bien intégrer des écoles d'ingénieurs. Alors, une autre question qui revient couramment donc, concerne la charge de travail donc en classe prépa et est-ce que j'aurai la possibilité de poursuivre mes activités extrascolaires pendant ma prépa. Donc, pour ça, on va laisser la parole à Monsieur Chaussade. Alors, hop, et pour ça, je vais l'illustrer avec la page suivante du diaporama. Alors, vous allez pouvoir voir sur ces diagrammes la répartition donc, des horaires dans les différentes filières en première année, en tout cas au premier semestre. Ces informations sont bien sûr disponibles sur le site et vous pouvez les retrouver ici.
Après, si on fait le total, on doit arriver à peu près à une petite trentaine d'heures, auxquelles il faut quand même ajouter 2 ou 3 heures d'interrogation orale, donc l'école dont on pourra reparler si vous le souhaitez plus tard, et puis 3 ou 4 heures de devoirs surveillés par semaine. Effectivement, on doit arriver à peu près à 35 ou 40 heures hebdomadaires de présence au lycée. Cela s'étale donc du lundi au samedi midi et de 8h à 19h, puisque notamment pour les interrogations orales, il y a les créneaux de 17h à 19h le soir qui sont utilisés. Après, c'est pas rare d'avoir non plus des demi-journées de libre, voilà, de présence au lycée pour pouvoir travailler. Au niveau du travail personnel, je dirais que le mot-clé, c'est l'organisation. Vous allez avoir beaucoup d'échéances, on en reparlera, mais vous êtes très encadré par les professeurs. Vous aurez voilà, de nombreux travaux écrits à rendre et de nombreuses interrogations orales à préparer. Mais néanmoins, vous n'êtes pas esselé. Il y a de nombreux créneaux au lycée en fin de journée ou en début de soirée pour pouvoir travailler à plusieurs. La principale différence par rapport au lycée, je dirais que ça se situe au niveau de l'apprentissage du cours. Si je prends l'exemple des mathématiques, vous voyez, on a 12 heures par semaine de mathématiques. Sur ces 12 heures, il y a peut-être environ 8 heures de cours. Et donc, il y a un cours à apprendre du jour pour le lendemain, chose qui était peut-être moins habituelle dans le secondaire. Et c'est l'effort qu'on va vous demander en premier, vraiment d'être au point sur le cours pour pouvoir profiter des enseignements le jour d'après. Ça se travaille plutôt personnellement. Mais en ce qui concerne les exercices, les devoirs maison à rendre, on vous encourage fortement à le faire par petits groupes. Donc éventuellement au lycée, il y a des créneaux et des salles pour faire cela. Donc, vous ne serez pas esselé ni décroché. En général, un élève en situation de difficulté est happé par la classe et arrive à faire le travail qu'on lui demande. Après, au niveau des activités personnelles, ce qu'on conseille fortement, c'est d'essayer de garder un créneau, soit quelques heures le week-end, soit un soir par semaine, pour faire du sport, de la musique et conserver une activité qui nous tient à cœur. C'est absolument essentiel pour décompresser, pour pouvoir récupérer de ce stress lié au travail intellectuel. Et c'est tout à fait possible et on l'encourage. Il y a d'ailleurs, comme vous le voyez, 2 heures qui sont dédiées au sport dans les emplois du temps. Chaque année, les élèves s'organisent pour aller faire des footings ensemble, par exemple. Il y a également des clubs au lycée certaines années, comme des clubs d'échecs. Et donc, on encourage fortement de poursuivre ces activités-là. Par contre, inversement, c'est vrai que si vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez 5 entraînements de 2 heures par semaine, ça risque d'être compliqué et même impossible de continuer. Il faudra certainement réduire la voilure tout en gardant cette activité, voilà, un créneau par semaine. Eh bien, merci. Donc, pour la question suivante qui vient là aussi fréquemment lors des journées portes ouvertes classiques, on va dire, donc sur la question des classes prépa intégrées par rapport aux classes prépa CPGE que l'on fait en lycée. Quelle est la différence? Quel est l'avantage, l'inconvénient, etc. Donc, Monsieur Dubus. Donc, je vois plusieurs avantages à la CPGE. Pardon. D'abord, bien sûr, en termes de choix d'école, après les CPGE, vous avez un large éventail d'écoles, environ 250, qui peuvent être généralistes, spécialisées, avec des domaines de spécialisation différents. Voilà. Un élève pourra peut-être en prépa se découvrir une passion pour un domaine particulier, la mécanique des fluides, la conversion électrique de puissance ou que sais-je. Et donc, après, pouvoir choisir éventuellement une école en fonction de ça. Il y a aussi, en termes de choix, aussi en termes de niveau d'école, on ne peut pas savoir, en fait, quand on est en terminale, si on va vraiment bien réussir après. C'est difficile d'estimer. Il y a des élèves qui ont des très bonnes notes, mais finalement, qui ont un peu plus de difficultés après. D'autres, au contraire, qui peuvent avoir en bac mention assez bien, puis finir à la Polytechnique ou dans une école normale supérieure. Et finalement, en allant dans une prépa intégrée, si c'est vrai qu'on n'est pas à niveau et que l'élève ne soit pas autorisé à poursuivre, ou inversement, on ne sait pas, peut-être que finalement, on aurait pu finir Centrale Paris, École Polytechnique, ailleurs. Et en
Voilà, en CPGE, avec le principe des concours, on a la certitude d'avoir la meilleure école qu'on puisse avoir, finalement. Ça, c'est un des avantages de la prépa. Après, il y aurait d'autres avantages en termes de pédagogie. Alors, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus parce que c'est aussi dans le diaporama qui est sur le site. Donc, en classe prépa, il y a le principe, pour les matières principales, de un enseignant pour une matière, pour une classe. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'enseigne la physique-chimie, j'ai mes élèves, une seule classe, je les ai entre 15 et 20 heures par semaine. Eux, ils m'ont un peu moins parce qu'il y a des dédoublements. Donc, c'est moi qui leur fais toute la physique, je les connais bien individuellement. Donc, voilà, chaque professeur est là pour suivre individuellement les élèves, les problèmes éventuels. Et puis, il y a le principe, bien sûr, d'école, des opérations orales. M. Chaussette a déjà parlé, qui ça permet de… Non seulement ça oblige un peu à travailler régulièrement, mais c'est aussi l'occasion de… On est 3 avec un enseignant, 3 élèves pour un enseignant, l'occasion de se faire réexpliquer certains points de cours qu'on n'a pas compris. C'est un autre avantage et classe préparatoire. D'accord, donc merci Cyril. Alors je vois une question que je vois apparaître, tu parlais d'école et des devoirs, peut-être que cette question on peut tout de suite y répondre. Les DDS et l'école sont-ils prévus, sont prévus dans l'emploi du temps sur quel créneau? Oui, donc chaque classe a un créneau de DS attribué pour l'année. Et donc, du coup, ça dépend de la classe. Donc, pour certaines classes, ça sera le samedi matin, d'autres, ça peut être n'importe quand dans la semaine. Mais donc, à chaque fois, c'est fixé pour une classe pour toute l'année. Et l'école sont généralement en fin de journée. Il peut aussi y en avoir sur la pause méridienne, entre midi et 2. Mais donc, la plupart sont de 17 à 19. Donc, les élèves ont 2 à 3 cols par semaine. Et là, c'est sur des créneaux variables d'une semaine à l'autre. C'est pas toujours les mêmes créneaux. D'accord. Donc Madame Jeannot, ensuite, la question de l'internat peut-être qui revient. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est pour réussir en classe préparatoire, par exemple? Alors, c'est vrai qu'au lycée Clémenceau, nous avons un internat avec quelques 177 places. Et donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais est-ce que c'est indispensable pour réussir sa classe prépa? Donc, l'internat, évidemment, avec un nombre de places limité, ne peut pas être la solution pour tous. D'autant qu'en première année, il y a environ 90 places seulement. Après, les élèves internes considèrent vraiment cela comme une chance. Les conditions sont particulièrement favorables. À ce sujet, en début d'après-midi, il y a eu des élèves internes qui ont répondu à des questions d'autres familles. Et donc, tous ces entretiens ont été enregistrés et les familles intéressées peuvent les revoir à partir de la semaine prochaine sur le site du lycée. Donc, ce qui ressort du vécu des étudiants qui sont internes, donc les conditions favorables avec des chambres pour 2 étudiants. Et ce qui ressort de leur vécu aussi, c'est qu'ils apprécient d'être totalement déchargés des charges ménagères. Comme on le disait, les emplois du temps finissent des fois à 19 heures. Donc, du coup, assez vite, ils peuvent décider de travailler, de retourner à l'internat, travailler individuellement. On a dit l'apprentissage du cours est très important, mais ça leur permet aussi d'accéder à des salles ouvertes chaque soir dans le lycée pour travailler avec d'autres. Car ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour réussir dans ces études assez exigeantes, le travail à plusieurs est un réel soutien. Donc, ces salles ouvertes le soir permettent aux étudiants internes de travailler ensemble, de se poser des questions, d'y répondre, de s'entraider. Donc, le souci, c'est qu'il n'y a pas de place pour tous. Donc, la demande se fait sous Parcoursup. Les critères sont, comme vous le verrez sur le site du lycée, des critères géographiques, des critères sociaux. Une autre solution intermédiaire, pas mal utilisée par les étudiants, c'est de trouver des logements proches du lycée. Il y en a pas mal.
Et ces logements permettent de choisir le régime d'interne et externe, ce qui permet aux étudiants de bénéficier de tous leurs repas, y compris le petit déjeuner au lycée, et de s'associer aux internes dans les travaux du soir. Ils peuvent en effet rester au lycée, bénéficier de ces salles pour un travail plus collectif. Donc, c'est une solution, l'internat ou l'interne-externe, qui évite l'isolement, qui est souvent dommageable pour certains élèves. D'accord, bien, merci. Et donc, une dernière question qui revient fréquemment et qui d'ailleurs apparaît aussi dans vos chats, c'est en gros, quel est le niveau attendu d'une personne qui rentre en CPGE et donc en CPGE au lycée Clémenceau. Donc, Monsieur Faure. Alors, pour le recrutement en CPGE, je dirais qu'on va regarder 4 critères. Le premier critère, ça va être le choix des spécialités en première et en terminale. On a vu sur le diaporama qu'on conseille plus ou moins fortement certaines spécialités. Donc ça va vraiment être la première chose qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder les résultats, effectivement. Les résultats dans les spécialités qui ont été choisies, les spécialités scientifiques, mais aussi dans les matières comme le français, la philosophie ou les langues vivantes, qui sont des matières qui continuent à être enseignées chez nous et qui ont de l'importance au concours. Par contre, quand on regarde les résultats, on s'intéresse plus souvent au classement dans le groupe qu'aux notes brutes, parce qu'on sait bien qu'un 14 dans certaines classes peut valoir un 19 dans d'autres. Donc, même la note brute est à tempérer. En troisième critère, on va regarder les appréciations sur les bulletins. Les appréciations, c'est quelque chose d'extrêmement important de ce point de vue-là. Entre effectivement des notes, une moyenne qui peut-être est, je ne sais pas, 16, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Selon ce que le prof en dit, ça va nous dire des choses différentes. Et en quatrième critère, je vais dire, on va regarder la lettre de motivation. Alors sur la grosse majorité des dossiers, sur 95% des dossiers, la lettre de motivation n'apporte rien de plus que ce qui est déjà dans les résultats. Par contre, ça va permettre sur quelques dossiers un petit peu spécifiques, des dossiers un peu atypiques, qui ont quelque chose de plus à ajouter dans la lettre de motivation, où là, ça pourra être pris en compte. Donc, l'intérêt est vraiment d'aller préciser dessus des choses qui n'apparaissent pas sur le reste des dossiers. Après, en termes de niveau en pratique, je vais avoir beaucoup de mal à répondre pour cette année, parce que cette année, avec le nouveau bac, avec les changements de spécialité, je ne sais pas finalement quel sera le niveau nécessaire pour être pris à Clémenceau. Je peux donner en ordre d'indication, les années précédentes, il fallait être, disons, dans les 3-4 premiers en maths et en physique dans sa classe. Ça donnait à peu près ça. Je ne sais pas ce que ça donnera cette année avec les nouvelles spécialités. Le gros conseil que je vais donner, par contre, c'est de faire plusieurs vœux dans plusieurs prépas différentes. Ça, nous, il s'avère qu'à Clémenceau, on a, heureusement pour nous, ou malheureusement, on a beaucoup de demandes par rapport à notre nombre de places. Donc, on est très sélectif. Dans certaines prépas, il y a moins de demandes, donc au final, il est plus facile de rentrer. Ça ne veut pas dire que ces prépas sont, moins bonnes. Ça veut dire que ces prépas ont juste moins de demandes, donc recrutent des étudiants un peu moins bons, donc ont de moins bons résultats au concours, mais ce sont pourtant des prépas complètement adaptés. Donc, je vous conseille vraiment de multiplier vos vœux, différentes filières, différentes prépas. Et donc là, on nous demande, est-ce qu'on prend aussi en compte les notes de première? Oui, on prend en compte les notes de première, donc on prend en compte les 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Il y a plus un accent sur la terminale, mais on prend en compte la première. D'accord, donc on me demande aussi, le classement en maths expert est-il prépondérant sur celui de maths? Alors, en fait, je vais aussi sur Maths Expert. Maths Expert, c'est une option en terminale qu'on conseille. On vous conseille de la choisir parce que les programmes de maths en CPGE s'appuient sur les programmes de spécialité maths, mais reprennent en partie les programmes de Maths Expert. Donc, c'est un plus pour vous, une fois que vous êtes en prépa, d'avoir suivi Maths Expert et donc d'avoir quelques billes pour démarrer
en début d'année. Donc, on conseille de prendre maths experte, mais ceci dit, il s'agit d'une option. Elle n'est pas présente dans tous les lycées. Donc, pour moi, on ne peut pas en tenir compte vraiment dans la sélection. Donc, c'est plus un conseil de la prendre qu'il faut la prendre et qu'on va vraiment regarder les résultats pour sélectionner. Alors, une autre question apparaît également sur les emplois du temps dont on a parlé tout à l'heure. Il semblerait qu'il y ait 3 ou 4 heures de plus en PCSI qu'en MPSI. Donc, Madame Jeannot, est-ce que c'est effectivement quelque chose sur lequel on peut discuter? Tout à fait. Sur le diaporama, on voit en effet des horaires plus importants, notamment donc, en physique et en chimie, tout simplement parce que bien, les TP... et en SI aussi, je crois. Donc, les TP sont plus longs. Par exemple, 4 heures de TP tous les 15 jours en physique, en PCSI, 3 heures en chimie. Donc, voilà pourquoi l'horaire est plus lourd que dans les autres filières où souvent les TP se font plutôt 2 heures que 3 ou 4 heures. Alors, j'ai vu également une question apparaître sur est-ce que pour entrer en MPSI, il est possible d'avoir fait l'option SI en terminale. Alors là, donc, je vais peut-être laisser la parole à notre collègue professeur de sciences industrielles. Eh ben déjà, c'est une bonne chose de faire des sciences de l'ingénieur avant le bac. Et écoutez, pour l'instant, notre comité de sélection n'a pas fortement statué sur ce point-là, mais pour nous, c'est effectivement une possibilité qui sera totalement, comme c'est dit dans le diaporama, envisagée. Et donc, un bon dossier de terminale avec une spécialité maths et une spécialité SI, sachant que la spécialité SI en terminale se double d'un accompagnement de 2 heures en physique, peut constituer un profil effectivement très intéressant pour une classe préparatoire. Donc, vous aurez fait des maths, vous aurez fait de la SI, vous aurez fait de la physique. Si en plus vous avez bien sûr fait de la physique déjà en première, ça viendra compléter tout ça. Et comme le programme de SI de prépa est dans la continuité du programme de SI de terminale, et l'avance ou il y a déjà un peu la tournure d'esprit que vous aurez en SI en début de première année pourra peut-être vous avantager en SI et vous libérer du temps pour travailler les autres matières et vous mettre à niveau sur les autres matières s'il y en a besoin. Donc, pour l'instant, on est, comme le disait mon collègue, on est aussi un peu dans la nouveauté de ce nouveau bac, mais pour nous, c'est pas le binôme maths-physique qui va être effectivement le plus rencontré chez les candidats de terminale. C'est une chose, mais on ne s'interdit pas de regarder des dossiers effectivement qui ne sont pas que seulement maths physique et qui peuvent totalement avoir un attrait pour ces classes préparatoires et avoir un profil un peu différent et y réussir tout aussi bien. Et donc, à l'inverse, puisqu'il y a aussi des questions là qui arrivent en disant est-ce que du coup, c'est un désavantage de ne pas avoir fait de sciences industrielles en terminale? On peut répondre que non, puisqu'on ne peut pas tout faire pour entrer en classe préparatoire. C'était déjà le cas actuellement. La majorité des élèves qui sont au lycée Clémenceau n'ont pas fait de spécialité SI avant le bac, même si parfois on a des classes. Moi, par exemple, j'ai une classe de MPSI cette année où il y a un quart de la classe qui a déjà fait des SI. Mais bon, pour autant, le programme étant assez différent et comme on le reprend à zéro pour tout le monde, il y a possibilité de suivre sans aucun souci. Alors, une question arrive sur la part des filles en MPSI, PCSI. Donc, Monsieur Chaussade. Alors, c'est assez variable, ça dépend des années. Cette année, dans ma classe, il y a 9 filles. L'année dernière, c'était une quinzaine sur un effectif total de 48 élèves. Néanmoins, alors, elles sont très bien intégrées. Elles vivent très bien cette première année. Elles ne sont pas esselées. Mais c'est vrai que ça oscille, on va dire, entre un quart et un tiers chaque année. D'accord. Après, on nous pose aussi des questions sur les classes étoilées. Quelle est la différence entre une classe étoilée et non étoilée? Moi, je voudrais revenir sur les filles juste pour signaler qu'elles réussissent aussi bien que les garçons et on aimerait bien qu'il y en ait plus. Voilà.
Alors, les classes étoilées, Donc, non étoilées. Donc, les classes étoilées préparent plus aux écoles les plus sélectives, l'école d'ingénieurs les plus sélectives et les écoles normales supérieures. Donc, avec parfois des petits compléments de cours, on va un petit peu plus loin, des choses qui ne sont pas strictement au programme, des exercices un peu plus difficiles, des sujets de concours, enfin, des sujets de devoir surveiller un peu plus difficiles. On pioche un peu plus dans les sujets plus durs, notamment ceux du concours polytechnique et école normale supérieure. Mais en fait, en soi, c'est le même programme. Si on suit les mêmes textes, on rajoute juste un petit peu de difficulté. D'accord, merci. Donc, pas mal de questions aussi sur la filière MP2I. Donc, on va peut-être laisser la parole à Monsieur Faure, notre professeur d'informatique, enfin, un de nos professeurs d'informatique. Donc, sur la question, si je n'ai pas fait de physique en première, est-ce que c'est rédhibitoire pour la filière MP2I? Alors, oui, là quand même, s'il n'y a pas eu de physique en première, la filière MP2I, c'est quand même une filière comme les autres filières CPGE, c'est une filière à forte dose de maths et de physique. Donc, maths informatique en terminale est quelque chose de complètement normal, mais on va quand même demander d'avoir fait de la physique en première. Et en tout cas, on n'a pas prévu de remise à niveau particulière pour les élèves qui n'en auraient pas fait. D'accord. Alors après, une question sur les traits de caractère aussi d'un élève de classe préparatoire. Alors, Monsieur Durand, les traits de caractère d'un élève de classe préparatoire. Moi, les qualités. Moi, j'ai l'habitude de dire en début de première année, il y a deux choses qui jouent, c'est la motivation et l'adaptation. C'est-à-dire que motivation, on ne vient pas en classe préparatoire par défaut. On l'entend parfois, ça nous arrive. Je ne savais pas quoi faire, j'ai demandé une classe préparatoire et je suis là en classe préparatoire. Sauf que en classe préparatoire, le rythme, comme l'ont dit mes collègues précédemment, le rythme est quand même assez intense. C'est une formation qui est exigeante. Et donc, si on vient là pour juste voir à quoi ça ressemble, c'est sûr que ça va être quand même assez dur de tenir et donc de s'adapter et de prendre le rythme. Donc, pour moi, la motivation, c'est quand même la première des choses. Alors, ça ne concerne peut-être pas vous qui nous regardez actuellement, parce que justement, vous prenez les renseignements et vous regardez si justement ça peut correspondre à ce que vous voulez faire par la suite. Mais encore une fois, venir en classe prépa, c'est pas anodin. Après, ne pas savoir ce qu'on veut faire comme école d'ingénieur, ça, pour le coup, c'est la majorité de nos élèves. Quand on fait remplir les petites fiches au début d'année, s'il y en a un petit tiers qui ont déjà un peu des idées, donc c'est pas bien grave, vous allez le découvrir. Et puis, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous allez découvrir des matières, vous allez découvrir des filières, on va vous faire découvrir des écoles d'ingénieurs. Donc, après, vous allez pouvoir mûrir. Par contre, dès le départ, il faut bien se sentir qu'il faut être intéressé et motivé par les sciences. Et puis après, effectivement, il y a l'adaptation. Alors, moi, je suis prof en première année et chaque année… En MPSI, il y a possibilité de prendre l'option informatique et là, on travaille en CAMEL, mais on démarre de zéro. Donc là, de toute façon, vous n'êtes pas censé en avoir fait. Et pour la MP2I, ça va être du C et du CAMEL, mais là aussi, on part de zéro en considérant qu'on apprend ce nouveau langage. D'accord, parfait. Alors, quel CPGE faut-il mieux choisir pour s'orienter vers le domaine des énergies, Monsieur Dubus? Alors, déjà, je pense que les trois filières, les deux filières de première année, PCSI, MPSI… MP2I. Pardon, trois filières. MP2I. Et puis, les trois filières, 4 filières maintenant de deuxième année, peuvent convenir, puisque, comme M. Durand l'a dit tout à l'heure, la plupart des écoles recrutent sur toutes ces filières. Après, si vous voulez avoir déjà en prépa un peu plus des cours orientés un peu plus vers ces aspects-là, je pense que la filière PSI est plus appropriée. On parle un peu plus de conversion d'énergie dans tous les sens, mais ce n'est pas nécessaire.
D'accord. Alors, pour rassurer ceux qui n'aiment pas cette discipline, l'EPS n'est pas obligatoire en CPGE. Si. C'est obligatoire ah bon? Ah, en première année, c'est obligatoire. En première année. Excusez-moi. Voilà. Et donc, en deuxième année, apparemment, beaucoup moins. Bah, c'est vrai qu'après, certains qui préparent les écoles militaires ont fortement intérêt à continuer l'EPS. Et en première année, effectivement, c'est obligatoire. Mais les collègues profs de PS trouvent aussi des activités qui sont aussi un peu diversifiées. Ils comprennent bien les exigences, encore une fois, dans toutes les matières scientifiques de prépa. Et donc, le PS, c'est pas, on va pas dire que c'est un défouloir, mais comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est aussi un créneau de 2 heures qui est nécessaire pour penser un peu à autre chose, puisqu'encore une fois, à part ces 2 heures de PS, ces 2 heures de français, les 2 heures de LV1, ce ne sont que des enseignements de sciences. Et donc, bon, c'est bien aussi de s'aérer un petit peu et de voir un peu autre chose. Donc voilà, les collègues font des cycles de natation, de musculation, de gymnastique. Enfin, essayent de faire en sorte d'avoir une diversité d'activités pour justement, voilà, faire un peu autre chose que des sciences pendant la semaine. Alors, MPSI est-elle plus difficile que PCSI? Monsieur Chaussade. Alors, je dirais qu'au niveau des programmes, c'est vraiment très proche. Si on compare les programmes de mathématiques, par exemple, la différence se fait simplement sur quelques chapitres. Après, comme on en a parlé, il y a peut-être une partie un peu plus abstraite dans le programme de MPSI et une partie légèrement plus appliquée en PCSI, notamment au niveau des TP. Et ensuite, au niveau du recrutement, c'est vrai qu'il est plus difficile de rentrer en MPSI à Clemenceau, et que structurellement, les élèves étant rentrés en MPSI étaient mieux classés dans la liste de recrutement. Mais voilà, je ne dirais pas qu'il y a une filière plus facile ou plus difficile qu'une autre. Alors, il y a une question qui revient sur les DS en dehors des heures fixées dans la semaine. Oui, enfin, aux emplois du temps qu'on vous a montré avec les heures de discipline, il faut rajouter les 4 heures de devoirs hebdomadaires avec rotation sur les différentes disciplines. Alors, le recrutement en termes de géographie d'origine, je pense que j'y ai déjà répondu. Nous recrutons a priori sur toute la France, sachant que on va avoir beaucoup plus de candidatures d'élèves qui viennent du Grand Ouest, on va dire. Alors, la filière la plus appropriée pour préparer une ENS de maths, c'est la MPSI. Je crois que je peux répondre. Une MPSI est quand même plus appropriée. Alors qu'une PCSI, clairement. Maintenant, la question se posera vis-à-vis de la MP2I. Il y a le même horaire de maths dans les 2 filières. Donc, je ne sais pas comment se positionneront les ENS. Clairement, elles continueront à recruter en MP, MPSI, MP. Maintenant, peut-être qu'elles recruteront aussi des matheux en MP2I, MP. C'est tout à fait probable. Alors, Madame Janot, y a-t-il de la chimie en MPSI? Oui, en MPSI, il y a de la chimie, mais en quantité moindre qu'en PCSI, bien sûr, avec toute une partie de la chimie du vivant. C'est la chimie organique qui n'est pas enseignée en MPSI. D'autre part, ça fait partie de l'enseignant, c'est le même enseignant en MPSI qui fait les cours de physique et de chimie, et le TD, TP associés, alors que une particularité de la filière PCSI, c'est que ce sont des enseignants différents qui font la physique et la chimie, puisque l'horaire de chimie est plus important. Une petite remarque sur la nouvelle filière de MP2I, eh bien, dans l'enseignement de sciences physiques, il n'y a plus du tout de chimie. D'accord, merci. Donc, la LV2 allemand est-elle en plus des horaires annoncés? Donc, effectivement, par rapport aux horaires qu'on vous a annoncés tout à l'heure, il y avait l'horaire de 2 heures de LV1 et en option, vous pouvez choisir la LV2 et donc, c'est également 2 heures hebdomadaires. Alors… Juste précision pour la LV2, vous pouvez inverser les langues entre la terminale et la prépa. Donc, c'est vous qui, lors de votre candidature, stipulez ce que vous voulez comme LV1 ou LV2.
en étant assez cohérent. Et donc, la LV2 étant facultative, le principe, c'est que quand vous avez choisi une LV2, vous l'avez forcément jusqu'aux vacances de Toussaint, avec une possibilité, si vous constatez que cette LV2, d'ailleurs ces 2 heures dans l'emploi du temps, vous surcharge et vous avez besoin un peu plus de temps, vous avez la possibilité de déclarer abandonner cette LV2 en première année, avant les vacances de Toussaint. Par contre, si vous la conservez, il faut la conserver jusqu'à la fin de l'année. C'est une question de responsabilité. Alors, une question qui dit, si on choisit de faire une LV2 en première année, est-on obligé de la poursuivre en deuxième année et pour les concours? Donc, non, hein, la réponse est non. Alors, justement, donc, ici, il y avait une… Sur Oui. la LV2, on va poursuivre. On peut aussi passer la LV2 au concours sans forcément avoir fait la LV2 en prépa. Alors, ceux qui sont doués dans une matière, qui n'ont pas forcément le temps de suivre en prépa, c'est une possibilité de s'inscrire quand même en LV2 au concours. Alors, une question aussi, on va revenir sur toi, Christophe, donc, parce que ça a été coupé apparemment le son sur l'adaptation. J'ai été coupé. Voilà. Et il y a une autre question qu'on voit apparaître également, c'est à partir de quel volume horaire de travail en terminale va-t-on être surchargé en prépa? En gros, quelqu'un qui travaille 8 heures par semaine pour 18 de moyenne, est-ce qu'il va pouvoir suivre en CPGE? Et donc, quelle est l'adaptation finalement? Donc, ça a été coupé. D'accord. Donc, je reviens sur mon idée de l'adaptation. C'est vrai que, encore une fois, le début de la première année de prépa, il est quand même primordial par rapport au rythme que vous connaissez en terminale. Le rythme en classe préparatoire, il est quand même un niveau au-dessus. Et donc, ce rythme-là, il faut assez vite le prendre. Et ce qu'on conseille, nos conseils habituels, c'est vraiment de travailler très régulièrement toutes les matières chaque soir pour être au contact de l'évolution du cours dans la semaine. Et donc ça, effectivement, ça demande une charge de travail supplémentaire le soir. Et donc, comme ce que je disais, c'est qu'il y a des élèves qui prennent ça véritablement très bien tout de suite. On sent qu'ils ont du potentiel et ils ont compris les conseils qu'on leur donne. Et ce que je disais, alors je ne sais pas si ça a été coupé ou pas, mais qu'on est quand même des profs relativement expérimentés au lycée Clémenceau. Et donc, on donne vraiment des conseils au début d'année pour justement que les élèves s'adaptent au mieux. Et donc, il y a des élèves qui sont très à l'écoute de ces conseils, qui les mettent en application et qui très vite sont bien en classe prépa. Et puis, il y en a qui considèrent que le mois de septembre, c'est la suite de l'été et qui se rendent compte fin septembre, début octobre, que le train est parti et qu'il va falloir commencer à travailler. Sauf qu'encore une fois, 4-5 semaines de classe prépa, à raison d'une vingtaine d'heures scientifiques, c'est véritablement du gros boulot à rattraper. Et donc, à ce moment-là, il faut véritablement remettre un bon coup de collier. Et donc, ça, c'est vraiment à comprendre que dès le début, et c'est d'autant plus vrai qu'au début, justement, les cours, on y va, on va dire, assez tranquille. Et donc, c'est là où les étudiants doivent mettre en place les bonnes techniques de travail pour que quand le rythme va s'élever, ils sachent déjà comment s'organiser, comment travailler, comment anticiper leur travail. Et donc, c'est véritablement une montée en régime qui est nécessaire. Et donc là, il y a des élèves qui s'adaptent très bien, très bien, et d'autres qui s'adaptent beaucoup moins. Je reviens sur l'histoire de capacité de travail et de savoir, en terminale, je travaille beaucoup, j'ai des bons résultats. Est-ce qu'en prépa, je serais capable de le faire? Je vais reprendre ce qu'a dit mon collègue Cyril sur les prépas intégrés. En fait, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Moi, c'est dommage qu'on n'ait pas les élèves là sous la main, mais vous pourrez les voir la semaine prochaine. Et si vous leur demandez, est-ce que vous pensiez l'année dernière être capable de fournir ce que vous êtes en train de fournir actuellement, ils vont vous répondre, mais on n'envisage même pas de faire ça. Et donc, on ne connaît pas trop ses limites. Et donc, on a des fois l'impression d'être déjà un peu en saturation. Et puis, on se rend compte que finalement, les matières aidant, le rythme aidant, la dynamique aidant, Lionel a parlé de dynamique de classe, la dynamique de classe aidant, on voit que les limites, finalement, on arrive à les repousser et on arrive à aller chercher un peu plus loin. Et c'est aussi ça, la classe prépa, c'est de se rendre compte qu'on est vraiment capable d'aller chercher plus loin et embarquer dans cette dynamique de classe avec les résultats de Clémenceau qui sont vraiment très bons. On arrive à hausser son niveau et tout le monde arrive à hausser son niveau.
Et c'est aussi ça la magie d'une classe, et de voir qu'il y a certains élèves qui n'avaient pas forcément les meilleurs dossiers de terminale, mais qui ont une faculté d'adaptation et qui trouvent leur bonheur en classe prépa, on peut parler comme ça, et qui ont des super résultats par la suite. Alors, une question connexe, si on veut, c'est le pourcentage d'échecs en cours et en fin de première année. Donc, pour ça, M. Chaussade, peut-être. Oui, alors, le contrat à Clémenceau, c'est quand même de prendre les étudiants pour 2 ans et les amener au concours. Le seul cas où le passage en 2e année pourrait être discuté, c'est vraiment si la démotivation est manifeste, si l'élève ne vient plus en cours, s'il n'a pas rendu des devoirs, ou alors si vraiment il y a un échec constaté et qu'il est très largement décroché par rapport à la classe. Mais la grande majorité des étudiants passent en 2e année sans qu'il y ait d'autres sélections à ce moment-là. Après, pour répondre à la question, chaque année, on a, on va dire, en moyenne 1 ou 2 étudiants qui choisissent de se réorienter soit à la fin de l'année, soit en cours d'année. Dans ce cas-là, c'est toujours en concertation avec nous. On essaie de voir quelles sont leurs motivations et les accompagner dans ce choix. Mais voilà, ça concerne, d'ailleurs, ce ne sont pas souvent ceux qui sont le plus en difficulté. Cette année, j'ai un très bon élève qui a choisi de partir en janvier, pour des raisons qui lui sont propres, mais en tout cas, ils sont accompagnés dans ces choix et il n'y a pas de sélection à la fin de la première année. Et donc, du coup, il y a une autre question qui arrive un petit peu, là tu commençais à en parler, c'est les passerelles entre les classes prépa et la fac, par exemple. Oui, alors les élèves qui rentrent en classe préparatoire à Clémenceau sont également inscrits à l'université. Et il y a plusieurs moments dans l'année où c'est possible de reprendre un cursus à l'université, donc à la fin du 1er semestre, c'est-à-dire fin janvier, ou alors en fin d'année, où il est également possible, si on le décide, de poursuivre à l'université. Et j'en profite pour répondre à une question que j'ai vu passer concernant les mathématiques. J'avais parlé effectivement de 12 heures de mathématiques, et pendant ces 12 heures, on ne fait pas 12 heures de cours, heureusement. Il y a une partie importante de cours, mais bien évidemment, comme au lycée, il y a des exercices, il y a des devoirs maison, ce ne sont pas juste des heures consacrées à un cours théorique. D'accord, donc le pourcentage d'abandon en première année, donc on vient d'en parler. Une question bizarre, est-il recommandé de travailler sur ordinateur pendant les cours ou plutôt sur papier ? C'est un peu bizarre, on travaille encore sur papier, les professeurs ont des craies, des tableaux, des feutres éventuellement, mais on a encore du papier et des crayons, effectivement. Oui. Je vais répondre à cette question. En fait, il y a une raison très pratique pour laquelle les étudiants travaillent sur papier, c'est qu'il est quand même difficile d'écrire des formules mathématiques sur ordinateur quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui est long et compliqué. Donc, c'est quelque chose qu'on ne demande pas aux étudiants de faire, et donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour eux de travailler sur papier pour tout ce qui est formules mathématiques qui vont servir en maths, mais dans toutes les matières scientifiques. Et c'est la même chose en SI, avec beaucoup de schémas à apprendre, et là, c'est impossible de numériser ça en direct. Alors, il y a une question aussi, si je vais en PC, pourrais-je retourner vers des domaines de recherche en lien avec la biologie ? Alors, peut-être pour toi, Valérie. En PC, il y a absolument 0 enseignement de SVT. La filière la plus adaptée, c'est la filière de BCPST, où l'enseignement de mathématiques est aussi important. C'est très équilibré dans les 4 filières, 4 disciplines scientifiques. Après, il n'est pas tous les ans, il y a des élèves qui sont en PC et qui aimeraient aller quand même retourner vers un domaine touchant plus la biologie. Ce n'est pas non plus impossible d'intégrer ces écoles, notamment par la chimie, par la biochimie. Et les écoles recrutent aussi des petits pourcentages dans cette filière PC. Après, il faut savoir que pendant 2 ans, il n'y aura absolument plus du tout d'enseignement de SVT. D'accord, donc justement, c'est toi qui avais répondu à la question sur l'internat. Alors, d'autres s'inquiètent en disant, mais du coup, si on n'habite pas Nantes, est-ce que c'est viable d'être externe et de réussir en classe prépa? Je dirais heureusement, parce que c'est quand même, il y en a quand même beaucoup, oui. C'est tout à fait possible d'être externe et de réussir au lycée. Après, il faut avoir en tête ce que je disais au préalable, c'est-à-dire se garder des moments pour travailler avec les autres de la classe, comme on a parlé plusieurs fois d'un esprit de groupe dans les classes.
Donc éviter dès la fin des cours de vite se retrouver chez soi. Donc se ménager des temps avec les autres au lycée notamment pour travailler à plusieurs, c'est quand même important. Mais c'est possible de rester chez soi, dans son milieu familial, c'est aussi important, ou d'avoir son logement en ville un peu plus éloigné du lycée. Alors, Monsieur Faure, notre expert en maths, les maths de prépa sont-ils similaires à ce que l'on voit en maths experte en terminale? Alors, je pense que ça va s'en rapprocher. C'est souvent ce qu'on observe. Ça va être similaire au sens où, comme c'est l'option pour les élèves qui sont particulièrement motivés, les profs de maths de terminale qui ont le groupe maths experte se lâchent un petit peu en allant faire des trucs un petit peu plus avancés, en allant titiller un petit peu plus loin, en forçant un peu plus sur les démonstrations. Et donc, de ce point de vue-là, ça va ressembler à ça va peut-être donner un avant-goût de ce qu'on fait en CPG. Alors, peut-être qu'on va rester sur toi, Cédric, parce que là, il y a quelqu'un qui nous relance sur la MP2I. Donc, connaissez-vous le nombre de places réservées au concours pour cette filière et notamment pour super-héros et Polytechnique? Alors, non. On ne connaît pas le nombre de places au concours. Les concours annoncent leur nombre de places très tard dans le cycle. Donc, on n'a pas d'idée pour l'instant du nombre de places au concours. Et en fait, la raison pour laquelle on n'a pas d'idée du nombre de places au concours, c'est que les concours ne savent pas encore combien il y aura d'étudiants en MP2I. En général, les concours adaptent leur nombre de places en fonction du nombre d'étudiants dans les différentes filières. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, donc les concours ne garantissent pas un nombre de places, n'ont pas encore affiché leur nombre de places. Par contre, les écoles d'ingénieurs sont vraiment en faveur de la création de cette filière. Donc ça, c'est sûr qu'il y aura des places raisonnablement en fonction du nombre d'étudiants dans cette filière. Alors, on nous demande, est-ce qu'il est possible de redoubler sa deuxième année de classe préparatoire? Alors. Oui. Oui, c'est possible. Alors, c'est pas possible de redoubler la première année, sauf exception médicale et autres. Mais la deuxième année, oui, se redouble, c'est les appellations. Donc, quand vous êtes la première fois que vous faites la deuxième année, vous êtes 3,5 et quand vous redoublez, vous êtes 5,5. C'est des appellations, des coutumes de prépa. Donc, c'est possible et ça peut venir de deux causes. Soit effectivement, vous n'avez pas réussi les concours, ça peut aussi arriver. Soit on rencontre aussi, les élèves se plaisent bien, Clémenceau finalement, et certains qui ont des concours, des fois des bons concours, des bonnes écoles la première année, la première fois qu'ils sont en deuxième année, veulent quand même viser plus haut. On ne peut pas leur en vouloir. Voilà. Ou alors ils n'ont pas eu les écoles avec les spécialités qu'ils voulaient véritablement et donc décident de faire une 5,5 pour justement se dire moi je peux viser plus haut ou c'est pas l'école que je voulais au départ et donc voilà, on peut très bien redoubler sa deuxième année pour justement repasser les concours. Il y a un petit malus par rapport aux 3,5, mais bon, avec l'expérience d'un 5,5, c'est totalement jouable. Et j'ai vu passer une question aussi sur quel est le niveau des écoles qui sont intégrées par nos étudiants de Clémenceau. Là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement varié. Voilà, on va de Polytechnique pour les meilleurs, puisque c'est quand même toujours cette école-là qu'on fixe en premier, jusqu'à d'autres écoles que vous ne connaissez pas encore, et ça revient à un propos que j'ai déjà tenu. En prépa, vous allez aussi découvrir le monde des écoles d'ingénieurs et peut-être vous focaliser sur d'autres écoles que celles qu'on entend et un peu dont on n'arrête pas de parler, et vous motiver pour intégrer telle ou telle école. Donc voilà, c'est le panel et le niveau des écoles intégrées est véritablement très large. Oui, on me dit que tous les résultats sont également consultables sur le site. Voilà, donc si vous voulez rentrer dans les détails, mais voilà, chaque année, on a des élèves à Polytechnique, à l'ENS, à Minpon, à Centrale, à Super-Héros, puisque je l'ai vu passer là. Voilà, il n'y a pas… Après, encore une fois, c'est pas parce que vous rentrez à Clémenceau que vous aurez telle école. J'en reviens à mes fondamentaux, l'adaptation et la motivation. C'est ça qui vous fera après réussir. C'est le gage Clémenceau, c'est pas un gage de réussite. C'est
le principal moteur, c'est l'élève, c'est notre étudiant. Et donc, c'est à lui de prendre en main toutes les opportunités et toutes les facilités qu'on lui propose en CPGE avec Clémenceau pour pleinement réussir ses concours. Alors, 3 petites questions, là, je crois que je vais y répondre directement. Sommes-nous 48 élèves par classe? Il y a beaucoup de classes à 48, on va dire. Les 6 sup sont à 48 et pas mal de spé également. Ceci étant, ça fait des grosses classes avec une grosse émulation. Est-ce un inconvénient si je viens d'un lycée privé? Non. Peut-on rentrer à Clémenceau en 5,5? Oui, dans la limite des places disponibles, puisqu'il y a beaucoup d'élèves en sup. Comme l'a dit M. Chaussat tout à l'heure, la plupart de ces élèves montent en spé parce que c'est vraiment le principe, c'est de faire passer le plus grand nombre de gens qui l'auront mérité de toute façon. Et donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour venir d'un établissement extérieur, venir faire sa 5,5 à Clémenceau. Alors, donc après, est-ce un bon choix que d'aller en CPGE si je veux travailler dans l'enseignement et la recherche, sans forcément être ingénieur? Alors, c'est possible. Hein. Chaque année, on a des étudiants qui, effectivement, ne passent pas les concours d'école d'ingénieur ou qui les passent, mais qui, finalement, ne se dirigent pas vers ces écoles et qui se découvrent un goût pour voilà, une matière scientifique fondamentale, maths, physique, informatique. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a beaucoup de passerelles qui permettent de continuer, donc, soit dans les ENS, soit à l'université, soit dans les magistères qui sont proposés un petit peu partout en France, de continuer des études en sciences pour éventuellement enseigner ou faire de la recherche. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et puis de façon générale, quand on a intégré une école d'ingénieur, on peut aussi très bien, dans cette école-là, obtenir après ces 3 ans le diplôme d'ingénieur et poursuivre après sur une thèse dans cette école-là ou dans d'autres, puisque c'est le niveau minimum pour enchaîner sur une thèse. Et donc, après une thèse, vous faites de la recherche et vous pouvez très bien continuer après une thèse dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en étant enseignant à l'université. Donc, une école d'ingénieur peut aussi être un tremplin vers de l'enseignement et de la recherche. Alors, une question sur les classes prépa de proximité par rapport à une grosse classe prépa. Est-il intéressant d'aller dans une très bonne prépa, mais loin du domicile familial, ou alors d'aller dans une prépa de proximité? Je crois que là, c'est chacun, en fait, qui, selon son caractère, selon sa volonté, fera comme il l'entend, sachant que dans des petites prépas de proximité, il y a d'excellents enseignants également qui vont bien s'occuper des étudiants. Donc, je pense que là, ça va dépendre vraiment du caractère de chacun. Est-ce que vous avez besoin d'une émulation ou pas lorsque vous êtes un très bon étudiant? C'est vrai que si nous avons ici des classes étoilées qui aussi permettent une stimulation peut-être plus importante pour les gens ayant un niveau pour entrer à l'ENS ou à Polytechnique. Je voudrais rajouter quand même là-dessus que parfois, c'est pas toujours facile, ça, la prépa, on travaille beaucoup et il se peut parfois qu'il y ait certains élèves qui soient en difficulté et qui ont besoin de revoir souvent leur famille, leurs amis de lycée. Et donc, quand pour les élèves qui viennent de très loin, qui peuvent revenir qu'aux vacances, parfois ne pas revoir certains lycées pendant 2 mois à chaque fois, ça peut être difficile. Après, c'est une question de caractère. Mm-hmm. Mais ça arrive qu'on ait des élèves qui viennent de loin et qui ont des difficultés, en particulier parce qu'ils venaient de loin. Donc, je vais rajouter sur la prépa de proximité. Alors, du coup, il y a encore des questions, mais il y a beaucoup de questions qui reviennent, finalement. J'en ai une alors, qui peut être sympa aussi, parce que c'est toujours un peu la même chose. C'est vrai que j'ai une question à propos de la découverte des écoles d'ingénieurs ou autres. Quels temps sont prévus, des forums, des rencontres? Donc, effectivement, en prépa, et c'est peut-être aussi un peu l'intérêt de notre prépa par rapport à des prépas intégrés,
c'est vrai qu'on vous ouvre justement au milieu de l'enseignement scientifique et de la recherche scientifique. Et donc, ça peut se faire par différents biais. Donc, effectivement, nous avons un forum à Clémenceau que nous organisons avec le lycée voisin, le lycée Livette. Et donc, l'idée, c'est de faire revenir des étudiants qui ont intégré des écoles d'ingénieurs et qui viennent présenter justement ces écoles d'ingénieurs. Et donc, ça revient aussi un peu à l'idée de mûrir son projet en classe prépa, de se donner du temps et de découvrir des matières, de découvrir des écoles dont vous n'avez pas entendu parler et justement de rencontrer un peu des personnes comme ça qui peuvent faire tilt à un moment et de dire tiens, cette école-là, elle m'intéresse, elle est sur l'énergie, elle est sur l'aéronautique, elle est sur la chimie, elle est sur l'informatique et tiens, ça m'intéresse. Et donc effectivement, ça, nous on le privilégie. Donc il y a un temps qui se fait début décembre sur ce forum. Donc en temps normal, il est bien sûr en physique. Cette année, on l'a quand même fait, souvent par des visios. Et c'était quasiment plus intéressant parce qu'on a pu contacter des anciens élèves, mais avec beaucoup plus de recul, qui ont pu justement témoigner de tout ce qu'ils avaient fait après la prépa, leur école d'ingénieur, éventuellement des thèses ou autres. Et ça, moi, je sais que dans les classes où je suis intervenu, ça a vraiment motivé nos élèves justement à se dire, tiens, moi, je pourrais aussi faire la même chose à ce niveau-là. Donc oui, il y a beaucoup d'échanges. On est tous enseignants ici avec des agrègues, des thèses, et donc on connaît aussi ce milieu-là. Donc on peut pleinement renseigner les jeunes et leur proposer des idées de parcours. Encore une fois, c'est aussi notre force ici de pouvoir individualiser et de donner des renseignements qu'on ne pourrait pas forcément avoir dans d'autres lieux. Alors, une question assez étonnante sur… on entend parler d'une ambiance pas très bonne à Clémenceau en mode compétition. Alors là, je pense que le meilleur moyen d'avoir réponse à cette question pour ceux ou celles qui se la posent, c'est d'assister jeudi soir justement à le même genre d'entretien avec les élèves cette fois, et vous pourrez carrément leur poser la question. Et c'est vrai que c'est peut-être le regret qu'on a de ne pas faire ces classes, ces portes ouvertes en présentiel, parce que là, les gens qui se posent cette question auraient pu rencontrer nos étudiants et qui viennent pour ces portes ouvertes en nombre, parce que je crois qu'ils s'y plaisent et l'ambiance est plutôt bonne, je dirais, à Clémenceau. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, vous pourrez poser la question en direct à nos étudiants, puisque ils se sont proposés pour jeudi soir venir à la rencontre des élèves de lycée pour répondre à leurs questions et notamment à ce genre des questions. Et puis pour l'aspect compétition, il est de moins en moins présent puisque au total, on a plus de places dans les écoles d'ingénieurs que de candidats qui passent le concours, ou pas loin, quoi. On est peut-être à du 1 pour 1. Donc la compétition, elle n'existe pas vraiment. On va pas piquer la place de quelqu'un. Donc c'est pas du tout l'idée. Et moi je remettrai encore en avant la notion de dynamique de classe là que Lionel a donné tout à l'heure. Et c'est vraiment plutôt ça qui caractérise le travail en prépa à Clémenceau. Les groupes se forment, chacun sait qu'ils peuvent compter sur les uns sur les autres, et tout le monde avance pour donner le meilleur et pas pour piquer la place de quelqu'un. Il y a des places, il y en aura pour tout le monde. C'est vrai que sur la vie de classe, j'ajouterais que le nombre de 48 par classe, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on connaît très très vite nos étudiants. Moi, je les vois quasiment 14 heures par semaine et c'est pas du tout impersonnel. Et pour répondre à l'une des questions que j'ai vu passer, on a des entretiens assez fréquents, on discute avec eux des méthodes de travail, on essaie de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc voilà, il y a un cadre quand même qui est agréable, je pense, en prépa. Bien, écoutez, je crois que l'heure tourne. Je ne sais pas trop combien de temps il peut nous rester pour répondre encore à quelques questions. Il reste 10 minutes, me fait-on savoir. Alors, je vois le langage informatique qui est préconisé, qui va être enseigné en classe préparatoire. Donc, Monsieur Faure. Alors, il y a plusieurs situations. En tronc commun, donc en PCSI, en tronc commun, c'est du Python. En MPSI, en tronc commun, c'est du Python aussi. En option informatique, en MPSI, c'est du Camel. Et en MP2I, c'est du Camel et du C.
Dans tous les cas, à peu près, on va considérer que les étudiants en arrivant n'en ont à peu près jamais fait. J'ai vu aussi passer quelques questions sur l'enseignement d'informatique en MP2I. J'ai vu passer la question. Ce sera un professeur spécifique d'informatique en MP2I. Il y a un poste qui a été créé. Là, pour l'instant, la personne n'a pas été nommée. C'est pour ça que je suis là. Alors justement, on pose la question, le fait de ne pas avoir pris la spécialité, est-il un handicap pour la MP2I? Quelle chance d'être sélectionné? Alors, il est difficile de répondre à cette question puisqu'on ne sait pas encore quels vont être les candidats. De mon point de vue, en MP2I, ceux qui ont pris la